Bonjour à toutes et à tous. Donc avec Marc-Antoine Vergenot de Nokia et moi-même, nous allons partager les 20 prochaines minutes pour vous faire un retour d'expérience sur le topic de la gouvernance appliquée, de l'open source appliquée aux grandes entreprises que sont Thales et Nokia. Donc, je m'appelle Sébastien Lejeune, je travaille à la direction technique de Thales. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce groupe. Mon métier, ça a toujours été plutôt le logiciel. J'ai on va dire un rôle d'architecte logiciel, mais également j'accompagne la stratégie R&D du groupe. Et j'ai toujours été un fervent enthousiaste à propos de l'open source, en tant qu'utilisateur ou en tant que contributeur plus récemment. Et mon job au quotidien depuis quelques années maintenant, c'est vraiment d'aider les personnes de Thales en fait, à contribuer et à partager leurs assets en open source. L'open source chez Thales, je dirais que ça a une grosse dizaine d'années. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on a vraiment mis un grand coup d'accélérateur, notamment sur la partie plutôt publication et contribution. L'objectif, pour nous, il est assez simple. Comme on l'a dit, vous l'avez entendu à de nombreuses reprises déjà aujourd'hui, vous le savez tous, aujourd'hui l'open source c'est incontournable. Toutes nos solutions sont quasiment 90% constituées d'open source. Et pour cette raison-là, chez Thales aussi, on veut devenir un réel acteur de cet écosystème et participer activement aux contributions et pas juste être un intégrateur et un utilisateur. Le deuxième objectif pour nous, c'était de faire en sorte, on est une entreprise qui est constituée de beaucoup de métiers, on voulait faire en sorte d'avoir un processus unifié et d'appliquer le modèle open source de manière un petit peu fédérée au sein de tout Thales. Et puis on a aussi deux types de communautés dans le groupe, communauté software bien évidemment, mais également hardware, beaucoup de développement sur l'embarqué. On jouit d'ailleurs d'un leadership assez sympathique côté open hardware, on fait partie de l'Open Hardware Group, on a beaucoup de travaux autour du processeur RISC-V notamment. Donc tout ça, on voulait favoriser les échanges entre ces communautés, les développer et les rendre encore plus visibles dans l'écosystème open source. En termes de stratégie, on n'a pas inventé la roue. Thomas, ici présent, était un des gros enablers de l'inner source. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'inner source c'est d'open source, mais dont le scope se limite au périmètre de l'entreprise. C'est-à-dire que le code source ne va jamais sortir des murs de l'entreprise. Et ça, c'est une initiative qui a été commencée, si je ne dis pas de bêtises, en 2015-2016, et qui a vraiment connu un franc succès. Et donc on s'est évidemment appuyé sur cette communauté. On avait plusieurs milliers de personnes, des outils, des process en place, une équipe dédiée. Et on s'est totalement inspiré d'eux pour faire la même chose, mais côté open source. Une des premières actions, ça a été de mettre en œuvre ce processus unifié. Je reviendrai dessus un peu plus en détail ensuite. Et puis moi, mon quotidien dans ma structure, c'est vraiment de connecter les gens, la sérendipité, faire en sorte que les gens se découvrent, tous ceux qui travaillent sur des communautés d'intérêt, je les aide en fait à se rencontrer. Donc évidemment, dans le cadre de l'open source, c'est tout naturel d'utiliser ce vecteur-là pour faciliter les choses. On est aussi une entreprise qui a des sujets hautement sensibles, des métiers assez sensibles, notamment d'un point de vue sécurité. Donc pour nous, l'étape de clearance, de compliance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on accorde une attention toute particulière en fait à la fois le risque cyber et le risque juridique. Donc c'est pour ça que ça, c'est une des étapes qu'on a mis en place dans notre process de contribution et de publication, de vraiment vérifier systématiquement avant de déposer sur GitHub qu'il n'y ait pas de CVE dans le code, que les bonnes pratiques soient respectées et qu'il n'y a pas non plus de problématique d'export contrôle, de licence, d'IP. Et c'est quelque chose qu'on fait ensuite de manière régulière, puisque de toute façon, le risque cyber, tous les jours, il y a des nouvelles CVE. Donc il faut monitorer tous ces aspects-là. En termes de publication, donc, le fait de mettre en open source nos assets chez Thales, on a choisi GitHub. Quand on a commencé, il y avait une fragmentation assez grande, on avait plusieurs repositories, plusieurs organisations même. On a tout fédéré dans une seule organisation qu'on a de manière très originale appelée Thales Group. Et désormais, c'est le point central pour développer et pour publier tous nos assets. Les gens qui veulent faire ça, ils doivent suivre un process qu'on a mis en place qui est assez simple, qui consiste surtout à avoir un circuit d'approbation technique, juridique et management pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et qu'on a tous un cadre un petit peu centralisé, unique dans l'entreprise pour faire ça. On encourage également les gens à contribuer, c'est-à-dire le plus souvent ça va être de la correction de bugs sur des projets existants, mais ça peut être des améliorations, des propositions, des contributions. Et ça, évidemment, on l'encourage, que ce soit des projets de la Fondation Eclipse, Apache, n'importe quel repo GitHub, du moment que les gens respectent, une fois de plus, le process qu'on a mis en place et bien évidemment les workflows qui sont en vigueur dans la fondation dans laquelle ils interviennent.
Quelques chiffres sur notre organisation aujourd'hui, donc après, je dirais 3 ans d'existence. Elle compte à peu près 160 repositories qui sont pour moitié des assets Thales et l'autre moitié des forks, comme je disais. On demande aux gens de forker dans l'organisation pour la faire connaître et aussi parce que c'est pratique quand ils font la pull request sur le projet ensuite. Et on regroupe aujourd'hui 150 contributeurs Thales, alors seulement 5 contributeurs externes. C'est clairement un chiffre qu'on doit augmenter dans les mois et les années à venir. Mais déjà, c'est assez gratifiant. On a des gens qui nous ont découverts par cet intermédiaire. Et ça fait plaisir de voir que tout ce qu'on a pu mettre en place depuis quelques années commence à prendre forme. Je vais finir avec quelques retours d'expérience, puisque c'est quand même le but de la présentation. Pendant très longtemps, l'open source chez Thales a été vu comme un facteur de réduction de coûts uniquement, ce qui est un peu dommage. Aujourd'hui, on essaie vraiment de faire comprendre aux gens, et on le disait aux middle managers, que c'est pas que ça, et qu'on a tout à gagner en fait à être partie prenante de cet écosystème et à travailler en open innovation. Ça passe aussi par justement une éducation de ce middle management qui est souvent très, comment le dire politiquement correct, rétif à ce type de changement, tout simplement parce qu'ils voient ça comme un risque potentiel de perte d'IP, de perte de leurs ressources et ainsi de suite, alors que bien souvent, ils ont tout à y gagner. Mais ça, il faut leur expliquer. Et puis enfin, on est une entreprise, donc il y a aussi beaucoup de gens qui souhaitent monétiser ces aspects-là, donc il faut leur expliquer, leur présenter les différents business models qui existent autour de l'open source pour favoriser leur arrivée sur le marché. Et notamment, on commence à avoir pas mal de sujets sur lesquels c'est le cas et il faut vraiment les accompagner sur ce point-là. Voilà, j'en ai fini, je vais passer la main à Marc-Étienne et si vous avez des questions, on prendra toutes les questions à la fin. Merci beaucoup. Voilà, donc on va passer à la partie Nokia. Donc tout le monde a entendu parler de Nokia, surtout au tournant du millénaire, lorsque Nokia était un fabricant de téléphones. Donc actuellement, vous pouvez toujours acheter des téléphones Nokia, même si c'est plus Nokia qui les fabrique. On a donné la licence et la marque à une autre société fondée par des anciens de Nokia. Donc Nokia s'est maintenant reconcentré sur les équipements télécom, mais plus les terminaux. Donc ce qui est indiqué ici aussi, c'est que Nokia a intégré de nombreuses sociétés, dont assez récemment Alcatel-Lucent, et donc personnellement je viens effectivement du monde Alcatel. Ce qu'on peut noter aussi ici, c'est qu'on a un très important portefeuille de brevets qui nous assure des revenus assez importants, j'en reparlerai. Donc Nokia et l'open source, c'est une histoire très ancienne. Elle a commencé donc dans les années 90 avec la participation à de nombreux projets open source. Quelques-uns sont mentionnés ici. Et donc très rapidement, dès les années 2000, on s'est posé la question de mettre en place une procédure pour l'utilisation et la contribution aux open source. Même si à l'époque ça ne s'appelait pas encore OSPO. Et également, dès le milieu des années 2000, on a mis en place un outil qui s'appelle Talco, qui permet donc de gérer tous les open source utilisés par Nokia. Donc, il y a pas mal de défis dans l'open source. J'en ai mentionné 3 ici. Ce que l'on constate actuellement, c'est que le nombre de composants open source utilisés par Nokia croît de manière tout à fait exponentielle. Un deuxième défi, c'est la gestion des vulnérabilités. Ça a été mis en évidence par l'executive order qui a été signé par le président américain Joe Biden le 12 mai de l'année dernière. Et qui montre l'importance d'utiliser des SBOM, donc des Software Bill of Materials, et ceci sous forme normalisée, j'en reparlerai. Un troisième défi, c'est que de plus en plus souvent, l'OSPO doit gérer des logiciels qui sont distribués avec des conteneurs Docker par exemple. Et ceci pose certains problèmes parce qu'on ne sait pas toujours exactement ce qui est contenu à l'intérieur. Donc l'équipe OSPO de Nokia est composée de 3 types de personnes.
il y a des spécialistes de l'open source venant de la R&D, il y a des juristes et il y a des spécialistes des brevets. Donc l'objectif de l'OSPO, c'est d'aider la R&D à utiliser efficacement les logiciels open source. Le deuxième objectif, qui est donc traité par les juristes, c'est de respecter toutes les contraintes qui font partie des licences open source. Et la troisième, qui est très importante, c'est de protéger notre portefeuille de brevets. Comme je l'ai dit, nous tirons des revenus assez conséquents en licenciant un certain nombre de brevets. Et nous ne devons donc pas prendre de risque que certains brevets soient invalidés à cause des licences open source. Donc le nombre vraiment grandissant de composants open source que nous utilisons nécessite une automatisation au moins partielle de leur gestion. Donc comme je l'ai dit, depuis 2004, nous avons développé en interne un outil Talco qui nous permet de gérer tous les logiciels open source. Nous stockons intégralement, nous archivons intégralement tous les open source qui sont utilisés par Nokia avec leurs métadonnées, donc les licences associées, quel produit utilise quel open source, etc. Cet outil comprend lui-même des composants open source, notamment ScanCode qui permet donc d'analyser du code open source pour y trouver les licences et les copyrights associés, et également ORT, l'OSS Review Toolkit, qui permet de gérer les dépendances associées aux open source. Nous utilisons aussi des outils commerciaux, donc notamment Black Duck pour scanner les licences et encore pour scanner des vulnérabilités. Donc une tendance forte que l'on constate dans les grandes entreprises, c'est de suivre les normes internationales pour l'open source. Donc j'en ai mentionné deux ici, SPDX et OpenChain. Donc SPDX, ce qui veut dire Software Package Data Exchange, c'est un projet qui a été lancé par la fondation Linux il y a maintenant une dizaine d'années. C'est une façon normalisée de fournir pour des logiciels open source ce qu'on appelle donc en anglais le Software Bill of Material ou SBOM, qui est donc la liste de tous les composants logiciels avec leur version, leur licence, etc. SPDX est l'une des 3 normes qui ont été recommandées par l'executive order du président Biden. Donc, c'est donc un projet qui a été lancé par la fondation Linux et qui est devenu une norme ISO l'année dernière. La deuxième norme internationale qui prend de plus en plus d'importance, c'est OpenChain. Donc là, l'idée, c'est de garantir une traçabilité des logiciels open source entre les différentes parties prenantes qui s'échangent des logiciels open source. Donc c'est également une initiative de la fondation Linux et qui est également devenue là en 2020 une norme ISO. Donc concernant SPDX, je peux vous dire que donc, cette année, on a intégré cette fonctionnalité à l'outil Talco. Donc maintenant, nous pouvons, à partir de Talco, directement créer le SBOM au format SPDX. Voilà, je vous remercie. Donc si vous avez des questions pour Sébastien ou pour moi, on sera ravis de les prendre. Je vais passer le micro. Merci. Raoul Delpech, l'Inagora. Merci à tous les deux pour vos présentations. Bon, on voit qu'il y a clairement une maturité extrêmement importante. Est-ce que vous pourriez tous les deux revenir sur, dans vos rôles respectifs, vos indicateurs clés de performance les plus importants, en fait, que ce soit sur la démarche présentée chez Thales comme sur l'OSPO côté Nokia. C'est quoi les métriques clés, quoi, vraiment? Alors de mon côté, je dirais qu'une des principales métriques que moi je surveille régulièrement, c'est la force en fait qui est véhiculée au travers de notre organisation GitHub.
Donc ça part évidemment du nombre de repositories, mais c'est surtout le nombre de contributeurs. En fait, ce qu'on cherche réellement à développer aujourd'hui, c'est d'attirer un maximum de contributeurs externes. On est vraiment encore très loin du compte là-dessus, puisque je disais qu'on n'en a que 5 contre 150 contributeurs internes. Donc ça, pour moi, c'est la KPI vraiment numéro 1 à observer. Et ensuite, le deuxième point fort, c'est vraiment l'aspect sécurité. Donc nous, on veille vraiment très fort à éviter qu'il y ait la moindre trou dans la raquette en termes de CVE sur les repos qu'on met en œuvre sur notre organisation, quoi. Oui, de mon côté, je dirais qu'on n'utilise pas énormément de métriques. Ce que l'on mesure, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est le nombre de logiciels open source qui sont utilisés, à la fois donc en nombre de composants et puis en nombre de lignes de code qu'on utilise et qui sont donc stockées dans Talco. Merci. Vous avez mentionné tout à l'heure, donc c'est pour Nokia, vous travaillez sur l'open source et en même temps vous faisiez attention aux brevets pour pas qu'ils soient invalidés par l'open source. Oui. Du coup, en tant qu'utilisateur, si je prends un projet qui vient de Nokia, qui a été fait par Nokia en open source, est-ce que j'ai un risque du coup que demain j'ai un brevet qui me tombe dessus à l'usage de l'outil? Non, enfin, ce qu'on cherche, nous, c'est que on ne publie pas du logiciel open source dans lequel la licence open source nous oblige à céder le brevet gratuitement. Mais justement, Et donc, d'un point de vue utilisateur, ça veut dire que je crois pouvoir utiliser un outil open source, libre de droit, et en fait, je me rends compte que derrière, il y a un brevet qui... Je peux être sujet à un brevet. non, il n'y a pas de risque, il y a pas de risque pour vous. Oui. Parce qu'il y a des licences comme l'EPL, Oui. où justement, quand on contribue le content open source, on donne aussi l'accès au brevet. Enfin, on s'engage à ne pas utiliser son brevet pour attaquer les gens qui ont utilisé l'outil open source, sous licence EPL. Donc là, est-ce que c'est compatible avec votre approche? Je pense qu'on ne publie pas sous licence EPL. Ouais, pardon. Non, oui, bonjour, Nicolas Toussaint, Orange. Je serais assez curieux d'avoir un peu plus d'infos sur Talco. D'une part, savoir est-ce que c'est une question de gestion de la compliance ou est-ce que ça fait plus de choses. Et aussi savoir est-ce que donc ça contient des composants open source, mais est-ce qu'il y aurait une volonté de mettre l'outil en open source, de partager le software? Non, ce n'est pas prévu. C'est un développement interne et je dirais ça répond à des spécificités de notre manière de fonctionner. Donc on ne voit pas très bien comment ça pourrait être utilisé par d'autres. C'est vraiment un développement qui a été fait en interne avec pas mal de spécificités, notamment pour ce qui concerne la gestion des brevets, quoi. C'est connecté à notre base de brevets. Donc c'est vraiment un développement assez spécifique. On n'a pas de projet de le mettre en open source. Ok, merci. Pour Thalès, cette fois. Donc là, vous avez dit que vous aviez des projets du coup sous GitHub, et en même temps, vous avez des projets dans des fondations, donc Fondation Eclipse et Apache. Et dans le même temps, vous dites que vous voulez avoir des contributions externes. Du coup, en tant que contributeur externe, est-ce que c'est pas plus facile de les séduire lorsque c'est dans des fondations que sur un GitHub de Thalès? Comment vous choisissez en fait, fondation, GitHub? Alors, les gens qui s'adressent à nous, en fait, moi, je leur demande la plupart du temps de forquer dans l'organisation, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas envie de le faire, par exemple, on a un organisme qui est le CERT de Thales. Ils ne voulaient pas, pour des raisons politiques, se joindre directement sur l'organisation Thales. Ils peuvent intervenir en toute autonomie. Après, comme vous le soulignez, effectivement, quand on intervient nous-mêmes sur des projets de fondation, c'est forcément un très bon passage pour ramener des contributeurs sur nos projets, puisque si on intervient sur, par exemple, on intervient sur des projets de la Linux Foundation,
on monte notre expertise sur le domaine et ça crée un tissu, quoi. Et donc derrière, les gens vont éventuellement venir aussi contribuer sur nos propres assets. Parce que le nombre de contributeurs externes qu'on souhaite développer, c'est ceux qui viennent nous aider à développer nos assets, en fait. C'est peut-être plus clair comme ça. Une autre question? Ouais, moi je suis un peu surpris que Thales s'appelle la contribution externe, puisque vous êtes quand même sur un domaine qui est celui de la défense, qui est plutôt... Pas uniquement, et d'ailleurs, si vous allez faire un tour sur l'organisation, vous verrez que les gens qui sont majoritairement présents sur notre organisation, c'est l'acquisition qu'on a fait de Gemalto il y a quelques années, donc qui s'appelle DIS, c'est tout ce qui est identité digitale. Et effectivement, les métiers militaires sont très compliqués à open sourcer, par essence. Par contre, il y a énormément de contributions sur le paiement bancaire, sur la cryptographie, sur ce genre de choses. Donc mais oui, on essaye d'embarquer tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a des domaines de Thales, notamment le civil, qui sont plus simples à gérer pour nous que le militaire. On a dépassé le temps, donc s'il n'y a pas d'autres questions... Juste un dernier mot, je voulais souligner ce qui a été dit précédemment aussi. Enfin, on a rejoint nous récemment l'OSPO Alliance, on a eu vraiment un excellent accueil. Et tous les gens qui sont intéressés sur l'OSPO, je leur conseille fortement d'aller consulter le handbook dont la promotion a été faite tout à l'heure, parce que c'est vraiment très très intéressant en termes de pratique. C'est le OSPO Zone, hein, c'est ça, Oui, hein, tout à fait. OSPO-Zone et le document... OSPO.zone. Ouais. OSPO.zone, pardon. Et c'est le GGI Good Governance Initiative. Tout à fait. Et bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.